Il est 12h29, vous êtes avec moi jusqu'à 14h, vous êtes bien dans le ZCL News et aujourd'hui nous allons accueillir différents invités. Nous avons déjà sur le plateau Catherine Romuald, directrice générale adjointe de l'insertion au département. Bonjour. Bonjour. On va parler des ateliers parcours d'insertion aujourd'hui. Ensuite, on va recevoir Patrick Rélimien, donc président de l'association des anciens et amis de Beauport, ainsi que Nathalie Grégo, trésorière de l'association Clean Day Patrimoine, qui sont aussi sur le plateau. Bienvenue. Vous allez nous parler justement de la Clean Day et de l'association des anciens de Beauport. Tout à l'heure. On va recevoir ensuite notre Miss Guadeloupe, accompagnée donc de la déléguée régionale de Miss Guadeloupe pour Miss France, donc Sandrine Déric et Moïra André. Ensuite, il sera avec Marilène Ferdi de sa chronique, donc le JCL. On va parler du Zoom, toujours en lien avec le RAG qui aura lieu le 15 novembre. Et avec Manixia Titeka, on aura notre chronique Une voix, une histoire des images, donc un plateau riche en invités. Au niveau de l'actualité, on va parler évidemment de l'actualité qui concerne tout le monde, EDF. Statu quo pour le 4e jour des négociations EDF. On fera un petit point par rapport à ces revendications. Ensuite, il sera question du séminaire syndrome du bébé secoué, donc qui a eu lieu, qui est en cours donc sur le Rézé. Et on parlera de la mobilisation des laboratoires de biologie médicale aujourd'hui qui va se dérouler jusqu'au lundi 23 septembre. Voilà pour l'actualité du jour. On va démarrer tout de suite avec Catherine Romuald, aujourd'hui qui va nous parler d'ateliers parcours d'insertion. Bonjour. Bonjour, Iman. Alors, quels sont ces ateliers de parcours d'insertion? En quoi ça consiste? Alors déjà, je vais juste rappeler rapidement que l'appel à projet est ouvert, puisque c'est un appel à projet qui permet à la collectivité départementale de pouvoir trouver des actions pour remobiliser, resocialiser, accompagner le retour à l'emploi donc des allocataires du RSA. Cet appel à projet est ouvert depuis le mois de juillet. Il est cofinancé à parité entre l'État dans le cadre du contrat des solidarités et le département. Alors ces ateliers aujourd'hui, pourquoi nous sommes venus encore en parler, puisque nous avons eu l'occasion déjà de le faire, c'est vraiment pour rappeler aux opérateurs publics-privés, donc c'est ouvert aux associations, mais aussi aux entreprises qui œuvrent dans le champ de l'insertion, de l'accompagnement des publics dits en difficulté. Et donc aujourd'hui, il est important pour nous de remettre un petit peu un coup d'éclairage là-dessus. L'appel à projet est en ligne sur le site du conseil départemental ou sur le portail Insertion Guadeloupe. On peut le retrouver dessus, le cahier des charges et fiches actions. Certains sont déjà en cours. D'ailleurs, nous allons organiser deux webinaires, le 24 et le 26, pour expliquer concrètement aux uns et aux autres comment ça se passe. Donc, les personnes peuvent s'inscrire. Et dans ces ateliers, on va retrouver quoi? Alors, on avait eu l'occasion de vous montrer ce que nous avions fait dans le cadre de la vannerie, puisque nous avions des ateliers qui permettent aux allocataires du RSA de redécouvrir des métiers, soit des métiers en tension, soit des nouveaux métiers. Donc l'atelier parcours d'insertion autour de la vannerie leur a donné à ces allocataires qui ont participé les premiers gestes pour découvrir ce métier, et certains d'entre eux ont poursuivi et ont passé leur CAP vannerie. Donc on voit bien que c'est une action qui permet d'entraîner les personnes dans des parcours d'insertion qui sont beaucoup plus longs. Mais il faut... Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences au départ et on peut les acquérir au fur et à mesure. Exactement, Iman, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est que ces ateliers, c'est la première pierre, en fait, pour un certain nombre d'entre eux. Donc, nous les faisons autour de l'estime de soi, autour de l'acquisition des compétences en matière d'électronisme. On sait qu'il y a beaucoup d'allocataires aujourd'hui qui sont en difficulté, qui relèvent de l'illettrisme ou de l'électronisme. Donc, il y a des ateliers pour apprendre à maîtriser les savoirs de base, des ateliers pour apprendre à maîtriser les moyens numériques aujourd'hui.
nous en avons autour de la santé, autour de l'alimentation, autour des compétences pour rédiger un CV, pour rechercher un emploi, pour découvrir aujourd'hui notre territoire aussi, parce que beaucoup d'allocataires, pour un certain nombre, vont nous dire leurs difficultés à circuler sur le territoire, à savoir où est-ce qu'ils peuvent aller chercher un emploi. Donc voilà, on remet tout le monde en selle, on va dire, et l'idée c'est vraiment de travailler avec eux pour les accompagner dans leurs recherches. Donc du coup, en fait, ces ateliers sont vraiment adaptés en fonction de l'âge, du parcours personnel, et pour pouvoir avoir un vrai, on va dire, un vrai objectif d'emploi à la clé. C'est ça, c'est surtout autour de la personne. Là, j'identifie un peu, puisque c'est ouvert à tous les allocataires, quel que soit leur âge. Par contre, ça prend vraiment la personne dans toute sa dimension et là où elle en est aujourd'hui. Donc, il y a un diagnostic qui est fait par nos antennes locales d'insertion, donc avant l'entrée dans le parcours, avant l'inscription dans un atelier parcours d'insertion. Et donc, on va accompagner la personne. Il peut passer par plusieurs ateliers, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des personnes qui aient plusieurs, ce qu'on dit dans notre jargon, plusieurs freins périphériques à l'emploi. Alors, c'est quoi ces freins? C'est des freins liés à la mobilité, aux gardes d'enfants, même au niveau de formation. Quelquefois, vous avez des personnes qui peuvent être formées, mais les compétences ne sont pas en adéquation avec ce que recherchent les entreprises. Donc, on va travailler dans ces ateliers pour remettre un peu les compétences à niveau et pour donner le maximum de chances, en tout cas à ces personnes, de s'en sortir. Donc, j'insiste vraiment pour dire que ces appels à projets sont en ligne. On a des webinaires qui sont prévus, donc les dates sont annoncées sur le site de la... On peut rappeler les dates. Alors, du coup, c'est spécifique pour les personnes bénéficiaires du RSA, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et donc, ils peuvent aller sur le Internet pour s'inscrire. Voilà, alors il y a deux choses. Sur le net, on va trouver aujourd'hui les ateliers qui existent, puisqu'il y en a là qui sont sur la préparation à l'emploi, sur la santé, le bien-être, sur la création d'activités et sur l'acquisition des savoir-faire. Donc, le mardi 24 et le jeudi 26, entre 9h, 14h, on a mis des heures, plusieurs heures, pour permettre à tout le monde de participer. Donc, ils peuvent aller s'inscrire, il y a un lien, ils s'inscrivent sur le lien et ces webinaires sont ouverts donc à tout le monde. Les allocataires pourront voir quels sont les ateliers qui les intéressent. Mais nous avons aussi l'appel à projet en ligne pour permettre, je vois les amis de l'association qui est à côté de moi, pourraient très bien demain nous proposer un atelier autour justement de leurs activités pour mobiliser les jeunes dans la préservation et la sauvegarde du patrimoine, par exemple. Donc voilà, il y a des choses à faire et j'insiste vraiment, c'est vraiment un appel que je lance donc aux opérateurs pour nous faire ces propositions. Donc il y a des places d'ateliers déjà ouvertes, mais l'appel à projet permet encore d'en recruter d'autres. Donc ça veut dire qu'une association lambda peut venir et dire voilà, j'ai envie de proposer tel service ou de développer telle compétence et du coup il y a un accord qui se fait avec vous, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'ils déposent le projet, donc c'est démarche simplifiée. Maintenant, vous savez que tout est dématérialisé. Malheureusement, ça dépend. C'est ça. Donc en fait, ils peuvent déposer leur dossier en ligne, un cadre de réponse. On a essayé de faciliter les choses au maximum. Donc il y a un cadre de réponse dans lequel ils saisissent les réponses. Il n'y a plus de dossier papier, il y a des pièces à télécharger. Nous, à ce moment-là, nous saisissons des dossiers. Il y a une commission qui se réunit, qui va statuer bien sûr sur l'opportunité, sur le budget qu'on va mettre dans le cadre de ces actions. Et il y a une convention qui donne lieu après, donc à une contractualisation entre l'association, l'opérateur privé et nous-mêmes pour la mise en place donc, de ces ateliers. Et donc, je dis vraiment aux associations, soyez attentifs parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets en ce moment. On a celui-là pour les ateliers parcours d'insertion, mais on reviendra probablement vous parler de celui sur le bien manger qui est aussi en cours, qui démarre aujourd'hui. Et puis, nous lançons aussi à l'attention de toutes les structures d'insertion par l'activité économique qui portent des ateliers chantiers d'insertion. Vous savez que le président de la collectivité a voulu que les collèges soient dotés de jardins créoles. Et pour l'entretien de ces jardins, nous mettons en place un appel à projet pour les ACI qui pourront nous aider à entretenir ces jardins créoles. Donc tout ça, c'est là. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes disponibles pour vous accompagner, pour vous expliquer comment remplir les dossiers. Une adresse mail à retenir. Elle est très, très simple, pas compliquée du tout. Donc c'est tout en minuscule, DGAI, @cg971.fr.
Donc, nous répondons aux demandes, nous accompagnons, voilà. Et voilà. Donc, on vous incite vraiment les associations et tous les opérateurs à tout regarder secteur confondu, tout c'est secteur. Vraiment ouvert à tout, voilà. Il y a tout le monde, tout le monde. Il y a des fiches actions, vous verrez. Donc, on va sur toutes les actions de remobilisation, resocialisation des allocataires du RSA, mais aussi, alors dedans, on va trouver, vous verrez, il y a des fiches actions sur le bien manger, des fiches actions sur le sport, des fiches actions sur la santé, sur la protection de l'environnement. Quel serait l'intérêt pour une association, on va dire lambda, d'avoir des personnes qui pourraient venir par rapport à ce parcours d'insertion? Alors, ce qui est important, Iman, qu'il faut dire, c'est que les allocataires nous ont souvent dit, quand nous les rencontrons, qu'ils souffrent d'isolement, qu'ils ont besoin de sortir. Alors, se lever le matin, aller chez les opérateurs du service public de l'emploi, France Travail, mission locale, chercher du travail, oui, ok, ils le font, mais en dehors de ça, ce sont des êtres humains, ce sont des personnes, elles ont aussi besoin de faire partie de la société. Et le fait de rentrer dans le tissu associatif, eh bien, ça crée du lien, ça développe leur réseau et ça leur permet, en fait, d'être en contact avec le milieu socio-économique, en quelque part, et eux-mêmes d'ouvrir le champ des possibles pour retrouver de l'emploi. Donc, pour les associations, c'est une opportunité aussi, donc de pouvoir permettre au territoire de découvrir ce qu'elles font, parce qu'on a bien discuté avec vos invités qui sont là avant de commencer l'émission. Je pense que insérer des jeunes par la culture, par la protection du patrimoine, par le sport, ce sont aujourd'hui des opportunités réelles. Et il faut que nous puissions avoir ces actions-là mises en place pour permettre aux allocataires de toucher du doigt, d'expérimenter, de participer aussi. Donc, voilà, de donner du sens à tout parcours. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Catherine. Donc, les webinaires sont gratuits, on le rappelle. Exactement, oui. Inscription en ligne et donc une adresse mail qu'on peut rappeler éventuellement. Tout à fait. Alors, DGAI en minuscule, @cg971.fr. Super, merci beaucoup. Merci, Man. Avec plaisir. On va enchaîner du coup avec nos invités qui vont nous parler de la Clean Day Patrimoine. Déjà, qu'est-ce que c'est que cet événement? On va peut-être, avant de parler de l'événement, parler de l'association. L'association, donc, on a dit donc des anciens et amis de Beauport. Voilà, je cherchais le titre exact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de cette association? Oui, bonjour la Guadeloupe et bonjour à la population du Nord-Ouest. L'association des anciens amis de Beauport a été créée en 2008 entre la CEMAG, le département et les anciens amis de Beauport. Parce qu'on a constaté que quand les étudiants venaient sur le site, ils nous posaient un tas de questions sur l'usine, le fonctionnement, combien de personnes qui travaillaient, quel poids économique avait l'usine sur le territoire de Nord-Ouest. Et ils nous parlaient aussi, pas seulement de l'usine, mais tous les à côté de l'usine, les gens qui travaillaient dans la canne, les gens qui travaillaient sur les exploitations. À ce moment-là, le département, la CEMAG et nous-mêmes, on a mené une réflexion pour créer cette association. D'accord. Et le but aussi, c'était pour transmettre la mémoire du territoire nord-ouest, voilà, intergénérationnel. D'accord. Donc du coup, alors aujourd'hui, vous venez nous parler de la Clean Day Patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est une journée qui est dédiée à la protection de l'environnement à travers le nettoyage. Donc nous, on s'est inscrit dans le cadre de cette manifestation, puisque nous, on défend le patrimoine. Et à travers le patrimoine, on a un gros souci actuellement, c'est comment préserver ce patrimoine. Donc comment le préserver, c'est aussi comment la nettoyer, comment la préserver. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans le Clean Day Patrimoine. Pourquoi c'est important ce type d'événement sur la commune d'Anse-Bertrand, Nord-Guadeloupe, enfin la Guadeloupe de façon générale? Alors en règle générale, les gens s'associent toujours au fait de nettoyer les choses. Par contre, c'est vrai qu'on retrouve plus de mobilisation lorsqu'on fait un événement spécifique autour de ça. Par exemple, on a juste à côté le site de Pouillet, qui a aussi des gros soucis de nettoyage et qui a besoin de monde.
Mais lorsqu'on met en place un événement spécifique pour le faire, ils se mobilisent plus. À ce moment-là, les gens se mobilisent beaucoup plus. Et en ce moment, on a l'impression que les gens, justement, ils ont besoin de mettre leur énergie dans quelque chose. Et justement, on leur offre cette possibilité de mettre leur énergie à travers le patrimoine pour le nettoyage. Et du coup, pourquoi vous avez choisi ce site de la Mahaudière comme lieu central de nettoyage? En fait, le site de la Mahaudière appartient au département et le site de Pogny aussi appartient au département. Et nous, ce qu'on essaie de faire maintenant, avec l'association des anciens amis de Beauport, on essaie de mutualiser les moyens. On travaille avec toutes les associations du territoire de Grande-Terre, quel que soit Port-Louis, Petit-Canaz-Bertrand, Moule, Mornalo. Et la Mahaudière, comme c'est un site qui est très demandé, on a dit, pour la première année, on va commencer à la Mahaudière. Et les autres années, on va décentraliser sur Port-Louis, Petit-Canal, Anse-Bertrand, Le Moule, Mornalo, puisque nous, quand on fait des projets de territoire. D'accord. On essaie de regrouper les 5 communes du territoire de Grande-Terre. Du coup, vous avez prévu des actions concrètes, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se dérouler dans la journée? Alors, dans un premier temps, on donne rendez-vous à l'ensemble du public à partir de 7 h du matin. On va, dans un deuxième temps, leur expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a autour du nettoyage, puisque les sites patrimoniaux comme ça ne se nettoient pas n'importe comment. D'accord. Donc, il y a des attentions à porter en particulier, des choses à ne pas toucher, des choses où effectivement il y a des possibilités de faire un certain nombre d'interventions. Et on va aussi les sensibiliser un petit peu à l'histoire du site. Donc, dans un premier temps, après avoir fait justement toute cette sensibilisation, on va constituer des équipes et on a identifié un certain nombre d'espaces où, effectivement, il y a une intervention principale qu'il faudra faire. Spécifique à faire en fonction des espaces. Donc, c'est une vraie organisation. J'imagine que des associations, des habitants voudraient participer. Comment on fait pour venir porter main forte à cette journée? Non, en fait, la population d'Anse-Bertrand, ils sont déjà mobilisés sur le site de la Mahaudière, puisque même avant la Clean Day, avant les grandes vacances de juin, juillet, août, on avait déjà fait un grand nettoyage pour que le site soit propre, puisqu'on savait que le tour va passer à la Mahaudière et que les gens viennent sur le site. On voudrait que le site soit propre quand les gens passent sur le site. En fin de compte, la Mahaudière, ça fait plus de 30 ans que les gens du Nord Grande-Terre s'occupent du site. Avant, il y avait une association qui s'appelait Agis, qui s'occupait du site. Après, le département, ils ont fait des appels à projets pour gérer le site mieux. Pour améliorer. Pour améliorer. Maintenant, l'association Agis, il est plus sur le site. Nous, les habitants d'Anse-Bertrand, on a créé une autre association qui s'appelle les Habitations Mahaudière. Et on a répondu à un appel à projet du département, l'AMI, et on attend la réponse pour savoir comment on va faire pour gérer le site. Du coup, avec ce type d'événement, vous pensez qu'il y aura un impact, j'imagine, à court terme, mais à long terme, ce serait de modifier les mentalités sur l'importance de l'environnement? Alors, notre mémoire est importante, puisque si on n'a pas à travers justement ces éléments du patrimoine, on peut parcourir l'histoire. Mais pour parcourir cette histoire, il faut qu'on puisse l'identifier à quelque chose. Donc, d'où cet intérêt justement de préserver ce patrimoine-là. Deuxième élément qui est important pour nous, c'est le côté transgénérationnel. Oui, je vois que c'est marqué échanger avec les anciens. Oui. Donc, voilà, échanger avec les anciens. Par rapport à ça. On s'est aussi rendu compte, par exemple, qu'autour de nous, dans le Nord Grande-Terre, ceux qui ont une mémoire autour de ces unités industrielles ne partagent pas forcément systématiquement avec les enfants. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est aussi ça. C'est comment sensibiliser l'ensemble de la population, y compris nos jeunes, à ce patrimoine, à ces histoires qui, s'ils ne sont pas écrits ou s'ils ne sont pas diffusés, ne seront pas connus, ne seront pas transmis. Ils vont se perdre. Voilà. C'est
ça. Donc, Du coup, pendant la journée, il y aura un temps vraiment dédié à cet échange avec les anciens, c'est ça? Il y aura un temps d'échange avec les habitants du Nord-Grande-Terre qui vont partager aussi leur mémoire autour de cette habitation sucreuse. Et ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, on a remarqué, quand on fait des manifestations comme la Clean Day, les décideurs du Nord-Grande-Terre, la commune d'Anse-Bertrand, Petit Canal pour lui, tout ça, la communauté d'agglomération, ils essaient de nous accompagner pour dire aux gens que le patrimoine, c'est important, quoi. Puisque sans eux, on ne peut pas avancer non plus. Du coup, est-ce que vous avez d'autres projets prévus, similaires à cette journée pour l'avenir ou pour permettre de renforcer cette sensibilisation? Alors, l'association a un grand événement annuel qu'elle perpétue depuis déjà un certain nombre d'années. C'est la fête de la Saint-Éloi. La Saint-Éloi, c'est le saint patron de la métallurgie. Donc, c'est la fête des métiers de la métallurgie. Et en général, cette fête est perpétuée dans les usines sucrières, c'est-à-dire à Gardel, à Marie-Galante, chaque premier dimanche de décembre. D'accord. Voilà. Donc, il y a généralement une messe et des manifestations culturelles autour. Donc, nous, à travers les anciens amis de Beauport, on perpétue justement cet événement sur le site de Beauport avec les anciens de Beauport. Et on a un très beau programme à venir sur cet événement, puisque justement, toute l'idée, c'est mettre en avant justement ces métiers de la métallurgie, ces hommes et ces femmes qui ont travaillé dans ces unités industrielles, et pourquoi pas mettre aussi les métiers en relation avec le fer, les métaux, en avant. D'accord, donc ce sera l'occasion de revenir pour parler de cet événement. On a dit début décembre, donc une programmation, j'imagine, qui sera aussi importante que pour ce samedi. Donc on rappelle, pour la Clean Day, donc le rendez-vous, il y a un rendez-vous fixe directement à la Mahaudière, c'est ça? Directement à la Mahaudière. Donc on vient équipé avec des gants, des outils de jardinage si on en a, de manière à être dans l'efficacité. D'accord. Si possible. D'accord. Donc après, vous fournissez les sacs poubelles, ce genre de... Voilà, tout le reste, mais en tout cas de venir avec sa bonne énergie. Voilà, sa bonne énergie, sa bonne humeur, et être en pleine nature à travers tout le verre qu'il y a tout autour, à travers les champs de canne. C'est quelque chose qui rebooste énormément. Donc on vous invite à partager ça avec nous. Et il y aura aussi une petite collation qui sera aussi prévue, puisqu'il fait chaud en ce moment. Et on vous demande de l'énergie, mais il faudra quand même restituer un petit peu d'énergie. Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire ou bien on peut venir spontanément comme ça? Spontanément. On peut venir spontanément. D'accord. Ok. En tout cas, merci d'être venu pour nous parler de la Clean Day Patrimoine, donc à la Mahaudière à partir de 7h. Anse-Bertrand, venez nombreux. Et avec Madame Romuald, on a parlé des webinaires. Donc le premier, on rappelle la date? Alors, deux webinaires, le 24 septembre à 9h, puis à 14h, et 26 septembre 9h et 14h. Super, très bien. Merci beaucoup à vous tous. On va revenir sur l'actualité. On va parler des négociations EDF. Maintenant 4 jours que la production électrique est un peu chaotique concernant l'approvisionnement. On va faire un point avec Olivier Félix des négociations. Un petit statu quo concernant ces négociations, mais on regarde le reportage. Parce que nous, quand on allons à la table, nous avons un point qui va ni bon ici. Nous avons des éléments, il faut pas des éléments. Expliquez-moi, pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'éléments? Il faut venir avec un document, et en le document, il a dit nous, 10 lignes que nous pas d'accord avec ça, nous, il a fait. Nous disons, pas ça nous demande. Nous disons, rééditer bulletin de paie. Si vous ne pouvez pas rééditer bulletin de paie là, refaire un bulletin de paie avec les bons libellés. Ça, c'est simple à faire. Il faut embaucher DRH, il faut ni DRH principal à l'EDF, la défense en France, qui travaille avec, et il n'y a pas réussi à un bulletin de paie correct. L'inspection du travail a dit comme ça que le document là pas bon, le document là pas qu'à respecter la réglementation en vigueur, et il a dit qu'il y a 70 000 autres salariés, c'est même fiche de paie là. Au final, depuis lundi, nous avons tourné pour même bitin là, même document là, il faut censé remettre mon bilan. Nous tenons les parce que c'est dit qu'il y a un bilan là.
Nous avons des bilans là, soit là. Il pas ni bilan là, il pas fait bilan là. Je là, ça quand on dit, nous devons décider que la semaine prochaine, nous allons faire une semaine, puis il peut faire soi-disant bilan là qui a dit qu'il a été bon nous là. Nous ne pouvons pas avancer. Malheureusement, Guadeloupe a vraiment misère dans ça. Et la direction est tranquille, il a, il ne va faire rien pas bouger. Si la table est là, nous dit, mon père comme ça que avant nous venir en négociation, nous remettre 3 moteurs pour soulager Guadeloupéens. Et ils répondent nous, je ne vous ai rien demandé. Donc, elles vont en direction comme ça, on va penser que nous caillons. Jodla préfère la réagir, envoie à Richard Luce aussi font communiquer, envoie plein de monde faire communiquer, mais moi on dit quand même en Guadeloupe, en gros entreprise comme EDF, à part une nouvelle grève, c'est un protocole que préfère la télé aller nous signer. Les élus étaient là, ils étaient d'accord, nous consulter, nous jouons à rue si c'est un point. Et au final, Jodla, manquement d'engagement à EDF PAI qui a fait que la population a subi le fait que Guadeloupe est entré en grève pour le droit du travail. On va comprendre qui j'ai fait EDFP, pas respecter le droit du travail et que les Guadeloupéens ont subi parce que moi, on a dit vraiment, ni un rôle que l'administration était joué qu'il n'a pas joué. L'administration, pour moi, doit déjà mettre en mode si EDF pour dire comme ça, respecter la loi. Objectif, on ne va pas de couper pour moi à Razapon. Objectif, on ne va pas que les collègues me fait grève non plus. Et objectif, on ne va pas que la population vienne trouver un affrontement Guadeloupéen contre Guadeloupéen. Nous mettons 3 moteurs sur réseau là, 3 moteurs là que nous remettons là, qui restent sur réseau là. Si y en a dans éteint pendant la nuit, nous remettons notre pour remplacer. Ça nous a visé, pour l'instant, c'est apaiser la population et montrer que nous pas juste là pour revendiquer droit à nous, que nous ni sentiment aussi et que nous savons que nous fait partie des peuples Guadeloupe. Et après, nous pouvons voir si ça a peut-être sensibiliser direction à nous pour que lui aussi montre bonne foi. Voilà, donc bon, statu quo, on espère quand même qu'une solution va être rapidement trouvée pour nous permettre d'être, on va dire, libres de nos mouvements. On va faire notre première pause publicitaire, on revient tout à l'heure avec la Miss Guadeloupe et Sandrine Déric, déléguée régionale à Miss Guadeloupe pour Miss France. C'est la pause, on revient tout à l'heure. Voilà, il est 13h03. Nous sommes dans le deuxième plateau du ZCL. Nous allons faire un petit retour sur l'actualité et parler du séminaire du bébé secoué, syndrome du bébé secoué. Donc c'est un syndrome qui touche malheureusement des nourrissons qui sont victimes de violences, de maltraitance involontaire. Et afin de sensibiliser les parents et les professionnels, un séminaire a été organisé pour réunir des experts et des associations autour de ce sujet. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. Le syndrome du bébé secoué, c'est un syndrome qui est peu connu ou mal connu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais seulement un seul cas. S'il n'y avait qu'un seul cas, ce serait grave. C'est une pathologie particulièrement grave, pouvant conduire à la mort du bébé et qui intéresse plus particulièrement les bébés de moins d'1 an. Alors, quels sont les signes? Enfin, il n'y a pas de signes précurseurs. On a le bébé qui est un peu pâle, qui a des troubles du sommeil, les troubles du comportement, un bébé qui est irrité, un bébé qui dort mal, des troubles alimentaires, un état léthargique du bébé. Tout ça, ce sont les signes qui font évoquer la pathologie. Ce séminaire a été fait essentiellement pour les professionnels, c'est-à-dire tous les professionnels qui gravitent autour de bébés secoués, les médecins du CHU en pédiatrie, urgence pédiatrique, la police, puisqu'il y a une déclaration qui est faite à la police, l'ordre des médecins pour expliquer ce qu'on doit faire, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des kinés, l'ordre des infirmiers, des sages-femmes, pour vraiment savoir comment prendre en charge un bébé secoué, comment prendre en charge une famille. Alors, il y a après l'ASE, le conseil départemental, tous ceux qui s'occupent de la famille et du jeune enfant sont invités à partager et à travailler ensemble pour savoir bien connaître le circuit qu'on doit faire et ensuite savoir quelles sont les dispositions à prendre. Et surtout, enfin, on va pouvoir accompagner les familles. Malheureusement, comme cette pathologie n'est pas très connue, alors on peut les sous-estimer. Il faut savoir aussi que les épisodes, la succession des épisodes entraîne une augmentation du risque de pathologie au niveau cérébral, un risque anatomique plus élevé et un risque beaucoup plus important pour le bébé de
de mort, voire ou de séquelles cérébrales. Alors ça dépend vraiment de l'importance du traumatisme qui a été infligé à l'enfant, traumatisme qu'on appelle non accidentel, même ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une vraie intention de nuire à l'enfant, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas le fait du hasard ou de la fatalité parce que une table s'effondre ou parce qu'il y a un accident de voiture. On est dans quelque chose d'autre. Selon la gravité de ce traumatisme, l'enfant peut à minima être affecté, l'état général peut être affecté pendant quelques jours, il peut avoir une baisse de l'appétit, il peut avoir des petits troubles visuels éventuellement, ou à l'extrême, il peut décéder en quelques heures par œdème cérébral. Et entre les deux, il y a toute la gamme, malheureusement, de tout ce qui est possible de voir. Nous voyons souvent dans les traumatismes graves par enfants secoués des séquelles définitives à type de problèmes cognitifs, donc d'intelligence, des problèmes moteurs, des problèmes sensitifs, sensoriels. L'œil lui-même peut être affecté par le secouement. Voilà, maintenant parlons de la mobilisation des laboratoires qui, depuis septembre dernier, ont lancé un mouvement de grève partielle qui est suivi donc aussi au national, un mouvement qui est soutenu par une pétition. On va voir un reportage d'Olivier Félix qui va parler de cette mobilisation qui aura lieu jusqu'au lundi 23 septembre. Les laboratoires seront fermés donc vendredi, samedi et lundi. C'est une fermeture qui intervient suite à un appel de notre intersyndicale qui conteste la baisse drastique qui est annoncée par la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est une annonce qui a été faite cet été et qui est applicable dès le mois de septembre sur les 12 prochains mois et qui se traduit par une réduction de 10% de l'enveloppe budgétaire consacrée à la biologie médicale. Alors, dit comme ça, pour que chacun comprenne, ça veut dire qu'en fait, en réalité, nous aurions le budget pour travailler jusqu'au 10 décembre et qu'à partir du 10 décembre d'une année, sur les 3 semaines qui suivent jusqu'à la fin de l'année, nous n'aurions plus le budget pour garantir la biologie médicale. Les risques principaux, ça touche directement à l'organisation de nos laboratoires. Donc, le maillage territorial qui peut être remis en question avec des fermetures de sites. Nous avons déjà dû adapter nos ouvertures suite aux précédentes baisses, parce que malheureusement, cette baisse est la 3e qui intervient au bout de 2 ans. Nous avons déjà fermé nos laboratoires pour la plupart l'après-midi pour nous adapter. Et aujourd'hui, la crainte, c'est que ce maillage territorial soit remis en question. Et quand on remet en question un maillage territorial, c'est l'accès aux soins qu'on remet en question. Comme vous le savez, la plupart de nos concitoyens n'ont pas forcément de moyens de locomotion. Et donc, la proximité du laboratoire est importante pour ne pas retarder le soin. Donc, la première chose, c'est ce maillage territorial qui risque d'être remis en question. Et c'est également l'ouverture, les plages d'ouverture de nos laboratoires. Et en finale de compte, c'est la qualité des soins de nos patients qui va être fortement impactée. Et en dehors de cette qualité des soins, c'est aussi notre capacité à innover. On l'a montré par le passé, quand il y a eu la crise sanitaire Covid, on a su réagir, on a su innover, on a su répondre. Et cette capacité-là, si on ne nous donne pas les moyens de le faire, de toute évidence, demain, on sera dans des situations plus que critiques. Voilà, donc affaire à suivre pour cette mobilisation. On va commencer à parler donc avec Sandrine Éric, déléguée régionale de Miss Guadeloupe pour Miss France. En attendant de pouvoir parler aussi avec Moïra André. Alors, vous avez accompagné plusieurs Miss. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Iman. Jusqu'à Miss France, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à accepter ce rôle de délégué régional? On va revenir un petit peu en arrière. Oui, on va revenir au début, Oui. puisqu'effectivement, depuis 2018, j'étais chaperonne du comité Miss Guadeloupe, donc j'ai pu accompagner effectivement Ophélie, Clémence, Indira, Ludivine, Kenza. Donc voilà, j'en ai eu quand même plusieurs. Et en fait, Corinne Comment, qui était jusqu'alors déléguée régionale, m'a sollicité puisqu'elle ne pouvait plus assumer ce rôle. Donc du coup, elle m'a sollicité et à la suite de ça, du coup, j'ai repris la délégation depuis le mois d'avril. En quoi consiste justement votre rôle auprès des Miss ?
Eh bien, aujourd'hui, mon rôle consiste essentiellement à m'assurer que les codes et les valeurs de Miss France soient bien mis en place et ensuite aussi organiser l'élection de Miss Guadeloupe, puisque je suis également la présidente du comité Miss Guadeloupe Organisation. Donc une belle cérémonie qu'on a vue, qui était vraiment impressionnante. 3 heures de spectacle, c'est vraiment un spectacle. Et d'ailleurs, je crois même que le représentant de Miss France a dit qu'il allait prendre des idées. Mais oui, alors c'est vrai que nous, sur le feu de l'action, on n'entendait pas forcément ce qui se passait. Mais effectivement, après avoir revu la diffusion, effectivement, il nous a dit qu'il avait quelques petites idées qui étaient venues par rapport à ce qu'il voyait sur scène. Et c'est un véritable bonheur pour nous, si on peut justement inspirer un comité qui est celui de Miss France quand même, et leur donner des petites idées pour le show de décembre, pourquoi pas. Donc oui, on était ravis de cela, et que Frédéric Gilbert puisse dire ça alors qu'il est producteur télé, ça veut dire quand même que le travail était correct. Était bon. Très très bien. Donc après 4 Miss France issues de la Guadeloupe, quand même. Tout à fait. Quels sont les défis qu'on peut relever pour continuer à briller et notre archipel pour pouvoir rayonner à l'élection de Miss France? Alors vous savez, Iman, déjà c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, donc déjà depuis Ophélie Mizino, ça a toujours été des personnes dévouées, engagées, déterminées, et qui aimaient ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, on ne va pas y déroger, puisqu'effectivement, nous avons envie d'emmener encore la Guadeloupe encore plus haut, encore plus loin. Et on se dit qu'on a déjà décroché 4 couronnes, pourquoi pas 5. Et on va travailler pour et permettre à Moïra André, notre nouvelle ambassadrice, d'avoir tous les tips possibles pour pouvoir justement aller décrocher cette belle couronne. Vous parlez d'équipe, justement, alors de... Qui est constituée cette équipe? Vous êtes combien pour justement soutenir et accompagner les Miss? Alors oui, c'est vrai qu'on est une belle équipe, mais elle est aussi faite de membres fondateurs et d'un noyau fort. Je parle notamment de Marvin Babin, qui est lui le directeur artistique et chorégraphe. Vous avez Marvin Valla, qui est chargé de la communication, donc sur les réseaux sociaux, communication presse. Voilà. On a Béatrice Téjou, qui est la chaperonne des candidates et qui n'est autre que la maman d'Indira Ampio, donc qui mieux qu'elle pouvait justement avoir ce rôle. Et puis on a toutes les petites mains autour, tous les adhérents, je pense aussi à Boris, notre responsable logistique, et à notre régisseur qui a fait un super travail, Rodi Boécas de Blue Line Production. Donc vraiment une belle équipe de personnes passionnées, comme je le disais au départ, qui font tout pour faire briller la Guadeloupe et puis pour apporter un spectacle de qualité. Justement, pour comprendre un peu plus le processus de préparation, comment se déroule, parce que c'est 2-3 mois de préparation avant Miss Guadeloupe, et après il y a vraiment un accompagnement jusqu'à Miss France. Comment vous segmentez un peu votre préparation? Alors cette année c'était assez exceptionnel, puisqu'en fait on n'a pas habituellement 2-3 mois de préparation. Cette année c'était vraiment lié aux Jeux Olympiques et aux Tours cyclistes qui tombaient à peu près à la même période, donc on a été obligé de repousser un peu l'échéance. Mais logiquement, c'est un mois de préparation intense. Vraiment un mois où les jeunes filles déjà candidates, donc ça commence par là. On a une phase de casting où elles sont parmi... Alors cette année, elles étaient près de 72 à s'être inscrites, et il fallait en retenir que 12. Donc autant vous dire que c'était... Les critères de sélection, c'est bon, j'imagine qu'ils sont quand même établis, mais... 72 à 12, c'est énorme. Oui, en fait, on a un jury de sélection, donc des personnes qui savent faire, et on a des critères aussi qui rentrent en jeu, donc ça nous permet déjà de faire un premier écrémage, notamment le passage à la toise qui est déterminant, ce fameux passage où on est obligé de respecter une taille requise par la société Miss France qui est de 1,70 m. Donc à partir de ce passage fait par un huissier de justice, beaucoup de candidates malheureusement ne peuvent pas poursuivre le test, et ensuite elle passe devant le jury, elle passe un test de culture générale, donc aussi pour pouvoir avoir une idée de ce qu'elles peuvent produire par la suite, et en fait, c'est leur éloquence, leur aisance à se présenter qui nous permettent en fait de jauger et de les garder ou pas dans la sélection finale. Est-ce qu'il y a des qualités particulières que
mettez en avant ou qui sont importantes pour vous justement pendant cette période de casting que vous pouvez déceler chez certaines Alors pendant la phase de casting, il est un petit peu difficile vraiment de pouvoir vraiment déceler les qualités des candidates. Alors on arrive à les percevoir tout de suite après la sélection, puisqu'on part, on fait la sélection entre le mercredi et le jeudi, et dès le vendredi, les candidates partent en week-end d'intégration. Et c'est ce week-end d'intégration qui nous permet vraiment de commencer à les connaître, à les découvrir et savoir où il y a des choses qui pêchent, où on va devoir travailler, où est-ce qu'on va devoir réajuster les choses. Et c'est vraiment très intéressant à partir de ce moment-là pour nous. D'accord, donc un week-end d'intégration qui est immersif, j'imagine. Exactement, elle reste pendant 3 jours dans un hôtel de notre choix, donc notamment celui de notre partenaire. Et pendant ce week-end, elles œuvrent sur différents ateliers, donc atelier locution, atelier culture, atelier coaching en démarche. Enfin, il y a plein d'activités qui sont mises en place et qui nous permettent justement donc déjà de voir celles qui sont fair-play, celles qui ont un esprit d'équipe, celles qui sont un peu plus réservées. Enfin, on peut percevoir les qualités de chacune des candidates présentes. D'accord. Maintenant, du coup, on a passé l'étape, donc on a la Miss Guadeloupe. Comment se fait l'accompagnement pour Miss France, du coup? Alors justement, cette année, l'accompagnement sera un petit peu plus court que celui qu'on avait l'habitude d'avoir, puisqu'en général, nos Miss sont élues en début août, donc ça nous laisse 2 mois pleins pour pouvoir bien les préparer. La chance qu'on a, c'est que le fait d'avoir fait cette préparation sur 3 mois, qui était plutôt intense, hein, donc on a pu justement commencer à préparer toutes les filles qui étaient présentes. Donc Moïra, puisqu'on parle d'elle, est relativement prête, donc on va vraiment continuer tout ce qui est élocution, culture générale, de manière à ce qu'elle ait les qualités nécessaires à pouvoir nous représenter au mieux à l'élection de Miss France. Alors, du coup, quelles sont... l'élection Miss France, c'est vraiment, j'imagine, l'objectif, mais est-ce que vous avez d'autres projets liés au comité vraiment pour... faire connaître la Miss déjà en Guadeloupe? Je sais qu'elle va partir samedi, il me semble, à Terre. Elle rentre. Oui, samedi, on fait son retour à Terre-de-Bas. Donc, le retour à Terre-de-Bas est un retour attendu de la candidate qui est sélectionnée, puisqu'effectivement, elle peut retourner auprès des siens, recevoir tout l'amour des gens qui l'ont soutenue. Donc, samedi et dimanche, nous serons effectivement à Terre-de-Bas. Et puis sinon, en amont, ce sera toutes les actions de communication, de presse qui permettront à tout public de la découvrir et faire sa connaissance. D'accord. Justement, par rapport à... c'est extrêmement médiatisé, il y a une pression, je veux dire, un peu qui pour toutes les Miss, mais en particulier pour les Miss France, l'élection de Miss France. Comment justement vous préparez à cette gestion du stress, vous, le comité, pour... Eh bien, on a un coach en élocution et puis on a aussi des personnes qui gèrent le média training, donc tout ce qui est action de média training, pour justement préparer la candidate à gérer un éventuel stress. Mais j'ai envie de vous dire qu'en général, après 3 beaux mois de préparation, elles sont fin prêtes et il est rare qu'elles soient en situation de stress. En tout cas, face à un micro, elles sont plutôt à l'aise. Bienvenue, Moïra André, donc Miss Guadeloupe. Ravie de vous avoir sur le plateau. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Félicitations pour ce prix largement mérité. Donc vous êtes sacrée Miss France 2024. Miss Guadeloupe. C'est la 2e fois aujourd'hui. Désolée. C'est la 2e fois aujourd'hui. Moi, je prends. Voilà, la parole est... C'est lancé. Donc, c'est lancé. Que représente pour vous déjà le titre de Miss Guadeloupe 2024, surtout comme vous êtes originaire de Terre-de-Bas? Alors, c'est surtout pour moi une très, très grande fierté d'avoir ce titre. Je ne m'y attendais pas le jour où je me suis inscrite au casting, où je me suis présentée au casting, pardon. Et c'est surtout avec beaucoup de fierté que je représente Terre-de-Bas. Surtout que c'est une île qui est pas très souvent présente à l'élection de Miss Guadeloupe. 13 ans après
la dernière candidate originaire de Terre-de-Bas. Ramener la couronne à la maison, ça fait plaisir. Justement, ce sera l'occasion de valoriser Terre-de-Bas à travers l'année d'élection. Quels aspects de l'île vraiment on pourrait mettre en avant, enfin vous pourriez mettre en avant durant cette année? Alors j'aimerais beaucoup mettre en avant nos richesses gustatives, culinaires, notamment avec les tourments d'amour, les limbés ou encore la salade de coffre typiquement saintoise. Mais j'aimerais mettre aussi en avant l'histoire de mon île avec l'histoire du chapeau traditionnel, le salako, les nasses et aussi avec la diversité des paysages. On a de très très beaux points de vue, comme le point de vue du château d'eau, de très très belles plages avec Lançado, bord de mer ou encore Grande Baie. Très bien, donc ça permettra de mettre en lumière les richesses de Terre-de-Bas, mais aussi de la Guadeloupe en général. Vous êtes diplômée en e-commerce et conseillère numérique, justement. Comment vous pensez mettre cette expertise à profit pour augmenter votre impact en tant que Miss Guadeloupe? C'est une cause que j'aimerais continuer à mettre en avant pendant mon règne, l'électronisme, parce que c'est la cause que je défends tout au long avec mon métier. Donc c'est lorsque des adultes ont des difficultés avec les outils numériques, notamment lorsqu'ils ont besoin de faire des démarches en ligne seuls. Donc j'aimerais faire en sorte que la fracture numérique diminue et qu'on continue d'aider toutes les personnes en situation précaire au niveau de tout ce qui est équipement et connexion Internet aussi. Comment vous avez vécu la soirée d'élection de Miss Guadeloupe, les émotions, tout ce qu'il y a après, parce que j'imagine que c'est beaucoup de... Est-ce qu'on réalise tout de suite que c'est ça? Et la suite, comment vous avez vécu cette expérience? Alors, je l'ai très bien vécu. Avant le show, je me suis dit que c'était comme un grand spectacle de danse. Et j'ai fait de la danse pendant 15 ans. J'ai fait plusieurs spectacles, que ce soit avec l'Académie du Cas ou encore l'Espace Scherer lorsque je vivais ici. En France hexagonale, j'ai eu l'occasion de faire un spectacle de danse avec le studio MRG. Donc je me suis conditionnée à ça. Je suis rentrée dans ma bulle dès le matin, lors de mon arrivée au Palais des Sports. Et je me suis dit, on reste focus. J'appréhendais un peu la question, parce que même si j'ai pas de difficulté pour échanger en général avec les gens, ça reste quand même une situation particulière de s'exprimer devant des milliers de personnes au niveau d'une question qu'on ne connaît pas. Mais au final, ça a été. Je me suis dit, sois sereine et après, ça va couler. Et justement, comment on se prépare pour une élection de Miss France, physiquement, mentalement? Est-ce qu'il y a des choses on parle de bulles, est-ce qu'il y a autre chose que vous pensez mettre en place ou que vous avez déjà commencé à travailler? Alors, comment nous avons préparé l'élection de Miss Guadeloupe? Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore commencé la préparation à l'élection de Miss France. On s'est entraîné au niveau du média training, les cours d'élocution, la préparation physique aussi, parce qu'on avait un coach. Donc voilà, ce sont toutes ces petites choses-là sur lesquelles on travaille. Et au niveau mental aussi, j'imagine que vous êtes accompagnée, enfin vous avez été accompagnée? Oui, mais j'ai aussi beaucoup été aidée par mon grand frère. D'accord, oui. La famille. Okay. Oui. Très bien. Donc la famille qui soutient, j'imagine, grandement, qui est très très fière de tout ce que vous avez pu mettre en place. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes Guadeloupéennes qui rêvent de suivre le parcours Miss Guadeloupe, parce que c'est quelque chose quand même qui fait rêver, je veux dire, quel conseil on pourrait avoir? Alors je dirais aux jeunes femmes d'oser et de ne pas hésiter, et surtout qu'il faut savoir s'autoriser à rêver. Ne pas se dire « Ah, c'est trop grand pour moi, c'est trop loin de moi ». Il faut juste passer le pas. Exactement. Alors, au-delà de la beauté, l'élégance, quelles sont pour vous les autres compétences sur lesquelles on peut insister pour cette préparation, pour l'élection de Miss France? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant? Alors, j'aimerais mettre en avant le fait que j'ai une tête bien pleine et que je sais m'exprimer. J'ai beaucoup de travail sur ça. On n'est jamais parfait, bien évidemment. Donc, c'est une chose que j'aimerais beaucoup travailler. L'élocution, la confiance en soi aussi, parce que c'est important d'être bien dans ses baskets quand on fait ce type de concours. Et aussi préparation physique. Préparation physique. Oui.
Juste pour terminer, donc, quel serait l'objectif que vous auriez sur le long terme, donc au-delà de Miss France ou par la suite, pour faire rayonner justement la Guadeloupe par la suite, ce serait... Quelle est la vision, la grande vision derrière? Alors, hormis l'élection de Miss France, bien évidemment à venir en décembre, j'aimerais, on va dire, apporter ma petite pierre à l'édifice au niveau du patrimoine guadeloupéen, mettre en place certaines actions. Je ne sais pas encore quoi. J'ai beaucoup d'idées, mais il faudrait les ficeler avant. Oui, mais j'aimerais laisser... Voilà. Oui, on en discutera effectivement. Bon, l'élection est encore récente, oui, bien sûr, puisqu'elle n'a eu lieu que que dimanche, pardon. Donc, nous devons échanger et voir ensemble quelles sont les causes et projets qu'elle voudra mettre en place et l'accompagner de manière à ce qu'elle puisse justement mettre sa petite pierre à l'édifice et rayonner au niveau de notre patrimoine culturel. En tout cas, vous êtes bien accompagné par un super comité. Très bien. Je ne doute pas que vous aurez toutes les options et ressources nécessaires pour qu'on soit Miss France, hein, puisque voilà, c'est dit. C'est l'objectif. C'est l'objectif et j'aimerais vraiment faire honneur à la Guadeloupe en décembre. Bon, de toute façon, on est avec vous. On vous supporte, on vous soutient et bon courage pour ce parcours et sur cette année qui sera vraiment une année, je sais, de transformation. On voit les Miss, comment elles évoluent par la suite. Il y a une vraie évolution incroyable avec toutes les Miss qu'on a pu avoir. Donc, bravo à vous et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc on va conclure cette interview et faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Marilène Ferdi et Manik Siar Titeka pour les 2 chroniques du 7 ciel. À tout à l'heure. Sur le plateau, il est 13h32 et nous allons parler avec Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Du journal du Campus Luminance. Aujourd'hui, on va forcément parler du RAG, on est d'accord. 15 novembre, on va revenir sur ce sujet. On va parler de l'actualité des campus aujourd'hui, c'est ça? Alors oui, alors on va déjà expliquer pour ceux qui pas encore ce que c'est que le RAG. Oui. Alors ce sont ces fameuses rencontres de l'audiovisuel, donc c'est la 2e édition. L'objectif de ces rencontres, je rappelle, hein, c'est un salon d'information sur les métiers de l'audiovisuel. Sauf que cette année, il y aura du changement. Changement à venir. On lance le générique et on a la suite tout à l'heure. Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Donc le RAG maintenant, rencontre de l'audiovisuel. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur les partenaires qui seront sur cette journée? Alors déjà, il y aura quand même quelques changements. Et ça, c'est à la demande, donc c'est le bilan. Donc ce sont des changements qui sont issus du bilan que nous avons fait en 2023, où nous avons décidé d'ouvrir parce que un plus grand public. Donc on aura beaucoup plus de demandeurs d'emploi, mais aussi des professionnels qui pourront venir, les jeunes étudiants ou vieux étudiants, quel que soit l'âge, qui sont dans cette phase de réorientation, ainsi que les professionnels. Pourquoi? Parce que nous avons aussi fait une adaptation au niveau des exposants. Alors c'est toute l'organisation, on va dire, des rencontres de l'audiovisuel qui a évolué. Certes, on va trouver nos exposants guadeloupéens et martiniquais, donc ce sont des centres de formation, des écoles, des universités qui proposent des formations post-bac dans l'audiovisuel et le cinéma. Mais la nouveauté, c'est que nous aurons 4 espaces de conférence. D'accord. Voilà. Pas mal. Ah, pas mal. On a une ouverture sur des collèges, donc on a invité 3 classes à découvrir les métiers de l'audiovisuel. Et on aura aussi, allez, je vais le dire, on va avoir aussi un espace de télépilote.
Est-ce que vous savez ce que c'est que c'est? Alors là, je suis curieuse. Alors, drone. Donc, on va aussi mettre en avant le métier de télépilote de drone. C'est exactement comme ça s'appelle. Et donc, il y aura un espace d'essai et un espace de démonstration. Et c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Oh là là, ça va être incroyable. Oh. Et on va aussi vous expliquer le métier parce qu'on en demande de plus en plus dans tous les secteurs et particulièrement dans le cinéma. Parallèlement à ça, nous aurons un espace de conférence avec 5 intervenants qui viennent de l'extérieur, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui va proposer des formations en distanciel, ça c'est très intéressant, pour les demandeurs d'emploi et les professionnels, en plus des scolaires. La FEMIS, pareil, la FEMIS viendra avec tout son catalogue de formation en continu, et nous aurons aussi URAD University. Donc Francis Gladys sera présente pour nous présenter son département cinéma et son département journaliste et bien sûr le campus des métiers et des qualifications des industries culturelles et créatives de la province Côte d'Azur. Donc on va parler aujourd'hui. Alors ce campus, ce qui est intéressant, quand on invite un campus des métiers, des qualifications et de manifestations, il vient avec tous les lycées, tous les collèges, toutes les universités, tous les laboratoires et tous les professionnels de la filière. Parce que je rappelle, un campus des métiers et qualifications, c'est avant tout un réseau. Et donc, il faut savoir que le PACA, c'est quoi? Donc, quand on parle de la région PACA, ça va de Nice à Monaco, en passant par Marseille, Toulon, Aix-en-Provence. Donc, c'est aussi la Mecque du cinéma. Okay. Donc, on a énormément de studios cinéma. Donc, c'est vraiment le réseautage. Le réseautage au maximum. Et on a une toute nouvelle université qui est le lieu totem du campus. C'est l'université, alors c'est pas une université, c'est le campus Georges Méliès, qui est rattaché à l'université de Côte d'Azur, qui est situé selon vous où? À Nice? Non. Où ça? Mecque du cinéma. À Cannes. À Cannes. Et donc, ce qui est intéressant avec ce campus, alors c'est eux qui nous ont choisis, puisqu'on doit toujours avoir un partenaire quand on est un campus des métiers, c'est qu'ils ont les mêmes stratégies, les mêmes orientations que nous. Ça veut dire on va de plus en plus se tourner sur l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais aussi tout ce qui est nouveaux métiers, mais on ira aussi sur les jeux vidéo, les films d'animation, la musique, les arts visuels, etc. Donc, d'ores et déjà, les thèmes que j'ai évoqués, vous allez les retrouver. Vous aurez une animation autour de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Alors, la nouveauté aussi que va proposer le campus, c'est qu'ils vont aussi vous faire vivre un cinéma de réalité virtuelle. Alors ça, c'est quand même assez cocasse. Donc, pour ceux et celles qui viendront, vous pourrez vivre cette expérience avec le campus des métiers et des qualifications. Une seule journée. Ça veut dire il y a 4... Alors, le but, c'est qu'il faut venir pour passer la journée. D'accord. Vous occupez pas de la restauration. Vous pouvez rester sur le site, boire, manger et même vos petits besoins. Tout est prévu. Tout est prévu. Et vous allez tourner comme ça dans les espaces. Il y a un master talk avec un conférencier qui collabore avec OpenAI, laboratoire ChatGPT, oui. Alors je vais le dire, et qui a réalisé le premier film en intelligence artificielle. D'accord. En créole. Ouais. En créole. Alors il y aura le prime time avec ce film qui va présenter, et une table ronde sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le cinéma avec d'autres intervenants. Donc, vous voyez, c'est une richesse incroyable. Alors c'est ça le but. Nous, on demande aux gens de venir à 9h, de prévoir de passer la journée pour pouvoir profiter des animations, des ateliers. Il y aura un atelier maquillage, cinéma, audiovisuel, effets spéciaux, qui sera animé par une spécialiste du cinéma. Et vous allez assister à toutes les conférences. Voilà. Donc, on peut s'inscrire, une adresse mail. Alors, l'adresse mail, elle s'inscrit. Donc, c'est campusluminance@gmail.com. Campus Luminance dès maintenant. Parce que, par exemple, là, regardez, au moment où je vous parle, j'arrive chez vous, je suis à 500 inscriptions. Entre la dernière fois qu'on s'est vu, mercredi et aujourd'hui. Donc, ça va très vite. Wow, OK. Donc, perdez pas de temps, là. Vraiment, allez-y, inscrivez-vous, campusluminance@gmail.com. On va faire un petit focus. On a parlé de la région PACA. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, la région PACA, la région PACA, ce sont des lieux emblématiques quand on parle de culture. Quand je vous dis Avignon, vous pensez à quoi? Festival.
Festival d'Avignon. Donc, on est dans le spectacle, le théâtre, le spectacle de rue. Quand je vous dis... Alors, par contre, ça, je pense que vous aurez du mal à trouver. Quand je vous dis Toulon, il faut vraiment connaître. Non, là, je sais. Alors, Toulon a la particularité, donc l'Université de Toulon a investi sur un plateau cinéma dédié aux films d'animation. Voilà. D'accord. Oui, et qui est ouvert à tous les partenaires, donc à nous aussi. Puisque le but du campus aussi, c'est que nos professionnels, par le biais du campus des métiers, pourront être en relation avec des studios ou des professionnels de la région PACA. Ça sert à ça. Et pourquoi justement l'ICC PACA a souhaité devenir partenaire Alors c'est parce qu'en termes d'industrie culturelle et créative, nous avons pratiquement les mêmes caractéristiques. Alors, il faut savoir qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un maître de conférence, un universitaire, un chercheur en musicologie qui est président du campus et qui m'a dit, mais moi je suis fascinée par l'industrie musicale qu'il y a chez vous. Et nous avons des identités culturelles qui sont proches, le carnaval, la musique. Et il faut savoir, et ça en Guadeloupe on n'en est pas toujours conscient, la province Alpes-Côte d'Azur et la Guadeloupe sont les deux territoires régionaux qui reçoivent le plus de productions cinématographiques, qui reçoivent le plus de demandes et qui sont de plus en plus demandées, exigées par les grands studios cinéma. Pourquoi ? Pour leur décor. Ça, voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et d'ailleurs, les Caribéens reconnaissent la Guadeloupe pour son cinéma. Notre particularité au niveau culturel, les Caribéens le disent, c'est le cinéma. On nous reconnaît ça. Et donc, il est important que nous en soyons conscients. D'accord. Donc, il y a un petit travail à faire, justement, pour qu'on en prenne un peu plus conscience. Je sais qu'il y a le Festival CIF qui va bientôt commencer. Voilà, le Cinéfis Festival. Donc, je serai amenée à en parler, puisque c'est un de nos partenaires, mais aussi Monde en Vue. Alors, Monde en Vue va commencer avant. Donc, c'est plutôt... Moi, j'aime bien, parce que Monde en Vue, c'est très particulier. Pour moi, c'est un festival d'industrie culturelle et créative, parce qu'on y trouve de la danse, de la musique, des conférences, des films. Donc, par contre, le Cinestar Film Festival, là, on est vraiment ancré dans un festival pur et dur. Donc, tous les deux, ce sont des partenaires, même si on a une très grande proximité avec le Cinestar, qui est notre partenaire pour les rencontres de l'audiovisuel. Très bien. On rappelle la date, des fois qu'on aurait oublié. Vendredi 15 novembre, de 9h à 16h, et s'inscrire tout de suite, campusluminance@gmail.com. Merci beaucoup, Marilène. Et puis, on va se retrouver, j'imagine, lundi pour la suite de cette découverte sur les rêves. Alors, lundi, on va un peu faire un petit édito sur l'intelligence artificielle. D'accord, très bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Iman. On va passer avec Manixia Titeka, une chronique, donc une voix, une histoire, des images. Bonjour, Manix. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, chaudement. Enfin, chaudement. Là, il fait, bientôt, je serai dans le froid, donc j'en profite un peu. Je ne me plains pas. On va lancer le générique. Oui. J'ai fermé les yeux et j'ai enfoui ma tête dans l'eau. Les cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sol. Voilà, bienvenue Manik. Alors, on va explorer une thématique particulière aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est. Le mansplashing et le manterrupting. Le mansplaining et le manterrupting. Okay. So we are going. Okay. Mais on va développer. Parler du jeu concours de la dernière fois. Tout à fait. Alors, il y a eu une belle participation sur Facebook, sur la page du ZCL. Donc, j'encourage aussi à tout le monde, à ceux qui sont connectés, de regarder jusqu'au bout, parce qu'il y aura encore des livres audio à gagner. Mais ça a bien fonctionné. Franchement, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on peut expliquer? Oui, le mansplaining et le manterrupting. Alors, donc, ce sont deux expressions anglaises. Alors, on peut quand même reconnaître man. Donc, ça veut dire que quelque part... C'est une histoire d'homme. Mais c'est une histoire d'homme qui dérange les femmes. Alors, le mansplaining, c'est quand un homme veut expliquer mieux qu'une femme un domaine, alors que cette
dite femme est experte dans ce domaine. C'est comme si quelqu'un venait t'expliquer la danse. Tu vois, je veux te dire, dans ton domaine, il vient jouer. Ou comme si quelqu'un lambda venait m'expliquer ce que c'était le livre audio. Ouais. Donc ça, c'est le mansplaining. Et le menterrupting, on a un homme politique américain qui aime énormément l'utiliser, c'est à chaque fois être interrompu alors qu'on est en train de parler de quelque chose, et à chaque fois il vient interrompre. Il y a 4 ans de ça, donc c'était comment il s'appelle, cet homme politique américain, il avait interrompu 64 fois. 64 fois 64 fois son opposante, oui, en moins de 10 minutes. Ça le fait, hein. Donc voilà, il a laissé pas parler en vrai. Non, il a laissé pas du tout parler. Ok, d'accord. Donc, alors, pourquoi parler de ça aujourd'hui? Alors, parce que c'est la thématique du jour. Donc, le livre audio du jour, c'est M'explique pas la vie, mec. Donc, c'est un ouvrage qui a été écrit par Rokhaya Diallo et Blachette. Et c'est vrai que, alors, c'est un format particulier parce que ce livre est une bande dessinée. D'accord. Donc c'est vrai que pour nous en studio, il fallait pouvoir en tout cas recréer l'ambiance de la bande dessinée parce qu'on se retrouvait dans différents univers. Ça nous a demandé un travail considérable, hein, parce que c'est un livre qu'on nous a confié il y a quand même plus d'1 an. Mais dans la mise en scène, le bruitage, etc., c'est vrai que c'était un format très dur à travailler, mais on a réussi. Et en fait, Rokhaya Diallo, donc dans cet ouvrage, elle dénonce le comportement des hommes. D'accord. Donc là, on va vraiment parler de cette thématique à travers le livre audio. C'est ça, tout à fait. Okay. Avec un personnage clé qui est JP. Donc JP, je sais tout. C'est l'homme. Je sais tout. JP, je sais tout. JP, je peux tout faire. Pourquoi JP? Alors, je sais pas. C'est vraiment... c'est comme si... Dans le livre, il s'appelle JP. Okay. Et donc, JP, à travers différentes expériences avec des femmes. Donc, JP, je sais tout. JP peut tout faire. JP au courant. JP le plus fort. Voilà. Elle a choisi JP. Là, je pourrais pas expliquer pourquoi. On va écouter un extrait. Tout à fait. M'explique pas la vie, mec. Coécrit par Rokhaya Diallo et Blachette, paru aux éditions Marabout. Ça va faire grave plaisir de tous se revoir après tout ce temps. Il y aura Max, Karim, Awa, Paul. Oh, Paul, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Hey, c'est pas Karim là-bas? Si, t'as grave l'œil. Karim! Je pensais être the retardataire. Je vois que non, finalement. Grave. Enfin! Et avouez que vous nous attendiez avec impatience. Ouais, Julie, effectivement, tu as changé, on dirait une vraie fille. T'es sérieux, Paul? Je suis une fille, je l'ai toujours été. Ça va, ne m'en demande pas trop. C'est déjà bien que je t'appelle Julie. Je ne vois pas pourquoi tu t'offusques, et puis biologiquement, t'es un homme. T'es pas né avec, enfin, tu vois ce que je veux dire. Attends, tu es vraiment en train de m'expliquer ce qu'est une femme, là? Toujours, il faut qu'il se la ramène, Paul. De toute manière, je t'ai pas demandé de me valider. Je me sens femme, et je le suis, et je te demanderai du respect. Fin de la discussion. Allez, trinquons à ce déconfinement. Grave, à la liberté. Ok, donc... Voilà, un JP qui veut expliquer à une femme ce qu'est une femme. Okay. Oui, par exemple... une scène... Oui, presque... on va revenir, par exemple, sur les douleurs de règles. Enfin, voyons, ça fait pas mal. Oui, tu en as déjà eu, pour dire ça. L'accouchement, c'est rien. Accoucher, c'est rien. Si tu le dis. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que, du coup, on peut parler du temps de programmation, d'écoute sur les audiobooks? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a reçu, donc comme j'avais expliqué, on a des scènes de vie. Donc la dernière fois, on présentait une scène de vie dans les embouteillages. Et là, c'est une scène de vie où les nuits d'insomnie. Donc c'est Christophe, qu'on remercie pour ce témoignage, qui effectivement a fait le choix du livre audio quand il va dormir. Parce que juste il va se réveiller vers 1h du matin, le sommeil se coupe. Et l'avantage de l'application, c'est qu'effectivement, on peut programmer le temps d'écoute. Donc,
il nous expliquait que pour ne pas se perdre, en tout cas, parce qu'il risque de s'endormir, le temps de l'écoute, etc., mais pour que l'application s'arrête et qu'il puisse en profiter après, on a effectivement dans cette application une option qui permet d'écouter pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et ensuite elle s'arrête toute seule. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on conseille aussi aux parents lorsqu'ils font écouter des histoires le soir aux enfants, effectivement de programmer 10 minutes d'écoute d'un recueil de contes, et après les 10 minutes ou 5 minutes, enfin selon les enfants, l'application elle s'arrête toute seule et l'enfant peut s'endormir tranquillement. Bien, oui, on a pensé, enfin on a essayé de penser à tout. On a même une option un petit peu comme la grande messagerie où on peut accélérer le temps d'écoute. D'accord. Ouais, on n'est pas obligé d'être à la vitesse normale. On peut. Oui, souvent. Bon, c'est régulièrement que maintenant. Oui, selon les messages, on peut. Il y a des messages podcast. Les messages podcast, on connaît. Oui, on les accélère. On accélère, fois deux même, des fois. Ok, donc tu nous as évoqué le jeu. Exact. Oui. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai que je vais toujours essayer de trouver une thématique qui tourne autour de l'audiobook. C'est vrai que j'ai longtemps réfléchi et je remercie Didier Manette des éditions d'Aigues-Marron parce que je cherchais justement comment exprimer cette façon de dire qu'un homme est toujours en train d'interrompre ou de... Alors, il y a non mal élevé, beau locaux, enfin, il y avait tout un tas d'expressions comme ça, mais je me suis dit que non, il faut aller un tout petit peu plus loin. Alors, je montre dans quoi je l'ai pris. Donc, je ne vais pas dire quel numéro, parce qu'il y a plein de numéros. A pas tout dit, caca con chien, c'est tremblé, jambe là qui raide. Voilà. C'est intéressant, l'image est belle. A pas tout dit, caca con chien, c'est tremblé, jambe là qui raide. Donc j'aimerais qu'on puisse me dire sur les réseaux. Donc je m'arrête toujours. Alors, dans la dernière fois, j'ai pris 2 vainqueurs, donc il y en avait 2. Bon, encore, ça sera 2. Donc les 2 premières réponses par rapport à ce proverbe. Donc je le redis. Oui. A pas tout dit, caca con chien, c'est tremblé, jambe là qui raide. Ben voilà, les 2 qui pourront me dire ce que ça veut dire auront la possibilité de choisir leur audiobook, l'audiobook qu'ils veulent sur l'application. Super, merci beaucoup. Des sorties de la semaine, est-ce qu'il y en a? Alors les sorties de la semaine, donc la bibliothèque Nicolo au Gosier a repris. Donc effectivement, il y aura une animation littéraire avec Yvon Joseph. Comment cultiver son jardin en pot sous les tropiques. Donc on n'a pas tous forcément un jardin, ça veut dire qu'en pot, c'est possible. Et puis la grande sortie pour nous, le 22, donc je quitte la Guadeloupe le 22 septembre, puisque je me dirige, voilà, je me dirige vers la grande finale du Be a Boss, entreprendre au féminin, avec Vanessa Machir, qui également qui a remporté Antilles-Guyane. Donc on remercie beaucoup Claudie Lombion. Est-ce qu'on pourra suivre ça d'une façon? Il n'y aura pas de direct. Par contre, alors je remercie vraiment toutes les personnes de Guadeloupe qui vont se déplacer spécialement pour l'événement. Wow. Il y a vraiment des supporters. Alors, c'est nickel, génial. Franchement. Il y en aura déjà sur place qui m'ont dit Manick, on sera là, tout et tout. Mais c'est juste extraordinaire que des personnes de Guadeloupe m'appellent et me disent Manick, non, on prend l'avion et on vient te soutenir. Donc, encore un événement qui aura l'opportunité, au-delà de moi, de montrer en tout cas les talents de femmes de 18 régions. Sur toute une journée avec des rencontres professionnelles, on sera vraiment sur quelque chose de très inspirant. Bon, si tu peux nous faire un petit... Je vous appellerai, j'essaierai de vous faire quelque chose. Oui. Ça ferait vraiment très plaisir. Alors c'est un jeudi, donc peut-être vous faire un retour vendredi, mais j'essaie de voir si je peux pas vous faire quelque chose en direct sur place, ou passer un petit coup de fil et vous dire c'est bon, j'ai gagné. Ouais, c'est ça. Par exemple. C'est ça, exact, parfait. Avec le décalage horaire, ça devrait être bon. Et donc il y a la semaine de la francophonie. Il y a la semaine de la francophonie où je suis invitée le 3 octobre. Là encore, pareil, c'est pour bien montrer qu'encore une fois... alors c'est intéressant parce que on m'a dénommée... Enfin, je représente la Caraïbe francophone. Voilà, parce qu'il y aura la France hexagonale. Mais ça y est. C'est-à-dire qu'on commence à nous sortir de là pour... C'est bien. C'est cette visibilité-là. J'ai discuté justement avec le journaliste Christophe Rioux, qui va nous interviewer, en tout cas qui sera le modérateur de la manifestation. Et je soulignais l'importance, en tout cas, francophone, français. On a une identité caribéenne et il faut la souligner. Et effectivement, parler de nous et pouvoir représenter la Caraïbe francophone avec la France, le Ghana et le Canada, ça veut dire que, voilà, il y a une entité, elle existe. C'est une identité particulière et elle est mise en avant. Donc le 3 octobre, je représenterai la Caraïbe francophone à la semaine de la francophonie et je parlerai du livre audio puisque je suis encore la seule sur le marché. C'est super. Je vois, il y a un point d'interrogation surprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est?
Bon, je vais en parler rapidement, mais voilà, il y a un concours qui s'appelle le concours Innovation Outre-mer. Là aussi, pareil, j'ai été distinguée. Donc là, j'attends les résultats. Je suis en demi-finale. J'attends la suite. On croise les doigts. On croise les doigts. Et puis encore autre chose, mais là, je laisse l'organisation se charger de l'annonce. Dis donc. Oui, il y a plein de choses. Une voix, une histoire, voilà. C'est bien, c'est une belle année. C'est une belle année et c'est pas fini. Ça montre bien que, encore une fois, là, j'étais en lien avec la Côte d'Ivoire il y a pas longtemps, juste avant d'arriver, où on est en train de travailler sur un déploiement sur les lignes de bus. Voilà, donc les lignes de bus en Côte d'Ivoire, pouvoir écouter une voix, une histoire, c'est magnifique, c'est énorme. C'est super. Bon, bravo en tout cas. Merci d'être encore au ZCL. Oui, non, mais je resterai, enfin, voyons. J'espère bien. D'accord, pour en tout cas nous parler de tout ce que tu mets en place et du rayonnement que tu permets. Et même si je n'y suis pas, les réseaux permettent de pouvoir être à distance et de le faire, peu importe où je suis. Merci beaucoup. Merci à toi, Yoann. On va conclure l'émission. Aujourd'hui, on a reçu plusieurs invités. On a eu Catherine Romuald qui nous a parlé de l'atelier parcours d'insertion avec la possibilité pour les associations de déposer des propositions en ligne. Voilà. On a aussi évoqué avec Patrick Rémélien et Nathalie Grégo, donc la clinique des patrimoines qui aura lieu demain. Donc il y a beaucoup d'événements ce week-end liés aux journées du patrimoine, mais celle-là c'est sur la Mahaudière, donc à Anse-Bertrand. Avec Sandrine Déric et Moïra André, on a parlé donc de la Miss Guadeloupe, l'élection Miss Guadeloupe pour Miss France. C'était un bon moment aussi pour pouvoir parler de cette perle qui va nous représenter. Et donc on a vu avec Marilène Ferrandi l'actu campus, notamment lien avec le RAG qui aura lieu le 15 novembre. Prenez déjà votre inscription campusluminance@gmail.com pour l'inscription. Plein de choses vont se dérouler sur cette journée en lien avec le cinéma. Et c'est l'occasion de découvrir des formations qui se font en Guadeloupe parce qu'on fait plein de choses en Guadeloupe. Et donc avec Manixia Titeka, notre chroniqueuse internationale, on a vu donc une voix, une histoire, des images, donc avec plein d'actualités à venir. Et donc on croise les doigts pour le 26. Il n'y a pas de raison. Voilà. Pour les invités, au niveau de l'actualité, on a évoqué le statu quo, 4e jour des négociations EDF. J'espère qu'une solution sera trouvée. On l'espère aussi. Oui, très rapidement. Voilà. Séminaire aussi concernant le syndrome du bébé secoué, donc qui a permis de réunir des experts autour de cette thématique pour comprendre et mieux informer sur ce syndrome. Et on a vu aussi la mobilisation des laboratoires de biologie médicale qui sont en grève jusqu'au 23. Voilà, donc... que dire. Je vais mettre en grève. Ils ont des revendications. Et aussi, donc, voilà. Oui, moi aussi j'en ai. Pas mal. On conclut notre émission à la réalisation. C'était Yann, il est 13h57. On se retrouve la semaine prochaine avec Danick Sandonis qui sera de retour. Je vous souhaite un bon week-end et des belles journées du patrimoine. Il y a plein de choses à faire en Guadeloupe ce week-end, partout. Sans électricité, c'est possible? On peut faire à l'extérieur. Okay. Pour nettoyer, tu n'es pas obligé d'être à l'intérieur. Donc voilà. Bon week-end à vous et à lundi.